Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, je tenais à vous dire que j'ai attrapé froid et que j'ai mal à la gorge. Eh oui, je sais, tout le monde s'encarre sévèrement l'oignon, mais au moins si ma voix part en vrille, vous savez pourquoi. Bon, et alors aujourd'hui on va commencer avec l'évidence, messieurs, dames. Oui, dans ma dernière vidéo, je me suis trompé. Mes prédictions se sont avérées incorrectes, fausses. J'ai dit que Macron ne mettrait jamais François Bayrou Premier ministre et devinez quoi? Il l'a fait. Il a mis François Bayrou. Ah mais c'est juste pour me faire chier, je le sais. Ça m'est personnellement destiné. Oui, écoutez, vous l'attendiez avec impatience, cette fumée blanche, cher Thierry, et ça y est, la fumée blanche enfin est arrivée du côté de l'Élysée. C'est donc François Bayrou qui est nommé Premier ministre. On refait rapidement son CV, si vous le voulez bien. Il a 73 ans. Jusque-là, il était haut-commissaire au plan et également maire de Pau. Il a exercé déjà des fonctions ministérielles, notamment ministre de l'Éducation nationale de 93 à 97. Lui qui a été élu député des Pyrénées-Atlantiques pour la première fois en 1986. Éphémère aussi, ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. C'est un grand fidèle du président, lui qui l'avait soutenu dès 2017 après des errements, parfois un peu à droite, parfois un peu à gauche. Et puis François Bayrou, je vous le disais aussi tout à l'heure, cher Thierry, c'est celui qui a souvent été pressenti pour Matignon. Jusque-là, à chaque fois, ça lui est passé sous le nez. Et puis c'est vrai que cette réunion d'1h45 avec un communiqué qui tarde tant nous mettait un peu la puce à l'oreille. On se demandait ensemble tout à l'heure si cette fois encore, il ne s'allait pas lui passer sous le nez. Il est donc effectivement nommé enfin, sans doute pour lui, on peut le dire, Premier ministre. Maintenant, il va falloir aller vite. Une passation de pouvoir va avoir lieu dans les prochaines heures. Il faut constituer un gouvernement et puis il faut tenter d'élargir le socle commun. Bon courage, on peut le dire, à François Bayrou. On voit en tout cas qu'Emmanuel Macron a fait le choix plutôt d'un fidèle, de se recentrer sur le socle commun plutôt que d'aller chercher soit dans les rangs de la gauche, on se rappelle qu'on avait évoqué Bernard Cazeneuve, ou dans les rangs de la droite. Ah là là, mais c'est quoi ce pays? Tout le monde a la mémoire courte ou quoi? François Bayrou, c'est le gars qui en 2017 s'opposait frontalement à la politique d'Emmanuel Macron. Il l'a dit, Emmanuel Macron est à la solde du patronat. Et maintenant c'est son premier ministre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça les amis que je vous dis de faire très attention et de bien différencier les personnes qui parlent, qui disent des choses bien, qui sont des bons, et les personnes qui parlent, qui disent des choses bien, mais qui le font parce qu'elles ont très bien compris que c'est ce que vous voulez entendre. Je vous donne ma liste. Karim Zeribi, François Ruffin et maintenant Bayrou, ça c'est des personnes qui peuvent vous dire exactement ce que vous voulez entendre sans en penser un seul mot. Bon, et pour revenir rapidement sur le fait que Bayrou est notre nouveau Premier ministre, les amis, il faut bien qu'il comprenne quelque chose, qu'il ne s'habitue pas trop, il est en CDD. Et oui, un CDD ultra court. D'abord, je crois savoir que, pour les avoir écoutés et entendus ces derniers jours, qu'ils avaient exclu l'hypothèse de participer à un gouvernement dirigé par un homme de droite ou un macroniste. Donc je crois que cette hypothèse n'existe pas et je crois au contraire que le nouveau Front Populaire va se réunir dans la censure du gouvernement de M. Bayrou. J'entendais Olivier Faure il y a quelques jours dire que si nous avions déposé une motion de censure contre le gouvernement de M. Barnier, c'était précisément parce que la nomination de M. Barnier était un déni de démocratie et s'inscrivait à l'inverse du résultat des dernières élections législatives. Je pense que cette même logique s'applique aussi pour la nomination d'un gouvernement dirigé par M. Bayrou. Et donc moi, je forme le vœu, évidemment, que l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire votent la censure du gouvernement Bayrou. Ah mais oui, vous l'avez compris. On a tous gagné un nouveau tour de manège gratuit. Alors petits et grands, attachez votre ceinture, parce que c'est reparti. Macron a encore une fois nommé un paillasson sans aucune légitimité. LFI et le NFP vont tout faire pour le censurer. Pendant ce temps-là, messieurs, dames, l'Assemblée est bloquée. Cling cling, verrouillée. Et nous, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer. Bon, par contre, vous ne m'en voudrez pas si j'utilise les miens pour rigoler plutôt. Et maintenant, les amis, on va se regarder un petit extrait de Manon Aubry qui nous explique qui est vraiment le Premier ministre de ce pays. Et ce qui est dingue, messieurs, dames, c'est qu'elle avait cette info avant même que Macron l'annonce. Et oui, écoutez bien ce qu'elle a à dire. Vous allez comprendre que ni Elisabeth Borne, ni Gabriel Attal, ni Michel Barnier, ni François Bayrou n'ont été Premier ministre. Il n'y a qu'une seule personne qui a été Premier ministre sous la présidence de Macron, et je vous le dis les copains, vous connaissez son nom. Moi j'ai un scoop pour vous, je vous le donne, le nom du Premier ministre ce soir. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et il s'appelle Emmanuel Macron comme il s'appelait Emmanuel Macron
sous le mandat précédent, les 3 précédents premiers ministres. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire Emmanuel Macron? Mais vous l'avez dit vous-même, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Emmanuel Macron veut rester au centre du jeu. Il n'a pas accepté sa défaite aux élections et il a lui-même convoqué des élections dont il refuse le résultat issu des urnes et il dit, quoi qu'il arrive, en toute hypothèse, on va prendre les mêmes et on recommence. Parce que, pardon, François Bayrou, Roland Lescure, toutes les hypothèses, si on prend les mêmes et on recommence, c'est ceux dont les Français ne veulent plus, c'est ceux qui ont été rejetés dans les urnes à plusieurs reprises, à 3 fois. Cazeneuve, Manon Bry, c'est pas prendre les mêmes et on recommence. Mais si votre critère de sélection, c'est quelqu'un qui a adhéré à un moment dans sa vie au Parti Socialiste. Pardon, mais Gabriel Attal a adhéré au Parti Socialiste. Elisabeth Borne a adhéré au Parti Socialiste. Il a fait toute sa carrière au Parti Socialiste. Vous ne pouvez pas dire qu'il a adhéré à un moment dans sa vie. Si, je vais vous dire, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Si vous demandez aux gens de voter, qu'ils votent, et qu'à la fin, vous ne prenez pas quelqu'un issu du bloc politique qui est arrivé en tête, pourquoi on demande aux gens d'aller voter? En fait, vous démonétisez le pouvoir démocratique. Et moi, je suis inquiète que la prochaine fois, les gens vont nous dire, mais des gens me le disent déjà, mais pourquoi on va aller voter si de toute façon, on a un président de la République qui fait ce qu'il veut et qui n'écoute pas le résultat des urnes? C'est pour ça que c'est un enjeu démocratique. On n'est pas attaché au poste de Premier ministre. Je termine juste là-dessus, après je vous laisse rebondir, je vous promets, Prisca Thévenot. Mais on n'est pas attaché au poste de Premier ministre pour faire joli, pour les dorures de la République. On est attaché au poste de Premier ministre parce que, si petite soit notre majorité relative, on est quand même arrivé en... Bon, je vais dire ce que tout le monde sait, mais c'est pas grave. Emmanuel Macron ne mettra personne d'autre à ce poste qu'un homme de paille. On peut faire ce qu'on veut, le censurer 400 fois même. Il remettra toujours un homme de paille. Pourquoi? Tout simplement parce que le Premier ministre a la main sur l'Assemblée. Mais qu'est-ce que vous croyez? Y a rien qui l'empêche de faire ça, rien. Aucun texte de loi, il peut le faire à l'infini. Alors pourquoi il s'empêcherait de mettre un homme de paille? Dites-moi pourquoi il s'en empêcherait. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Mais on va rester avec Manon Aubry. Vous allez voir, elle est venue pour nous parler des sondages et tout ceci est très intéressant. Reza, vous vous souvenez des sondages pour les élections législatives? Vous allez dire que les sondages mentent et se trompent? Je dis pas qu'ils mentent, je prends des faits. Les élections législatives, il y a eu 27 sondages dans l'entre-deux tours. 100% de ces 27 sondages, donc les 27 sondages sur 27, donner le Rassemblement national en tête. Est-ce que le Rassemblement national est arrivé en tête des élections législatives? Donc vous dites que les... Oui, la réponse est non. Non. Donc les sondages, c'est... quand ils sont bons, on y croit. Quand ils sont pas bons, on y croit moins. Je dis juste une chose, c'est que les sondages se sont allègrement trompés. Et par ailleurs, si vous voulez prendre l'échelon présidentiel, pour les dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a démarré sa campagne à 8%. Quel a été son score final? 22%. Par ailleurs, Marine Le Pen a démarré sa campagne avec un score bien plus élevé que celui qu'elle a fait au final. Donc, vous voyez, rien n'est joué pour l'élection présidentielle. Et pourquoi nous plaidons pour une élection présidentielle? Pas pour le loisir de faire une nouvelle campagne présidentielle. Je dois vous dire, quand on est des militants politiques, on a fait pas mal de campagnes ces derniers temps, on en a pas mal dans les pattes. Mais quand vous avez une situation de blocage politique, quand le président de la République... Bon, pour ce qui est de l'élection présidentielle anticipée, j'ai plutôt l'impression que ceci est un doux rêve, les amis. Non, sérieusement, déjà qu'on n'arrive pas à faire flancher Emmanuel Macron sur le sujet du Premier ministre, alors le faire sauter de son poste de président, ça me paraît un peu gros. Mais pour revenir sur le sujet des sondages, les amis, pendant les législatives, 27 sondages sur 27 se sont trompés. Voilà, et à votre avis, pourquoi ils se sont trompés? Comme je vous l'ai toujours dit, parce que les sondages, c'est de la daube. Quand on sait qu'on pose une question à 1000 personnes et qu'ensuite on extrapole pour nous dire que c'est l'avis de 70 millions de personnes, mathématiquement, ça n'a rien de viable. Mais le pire, les amis, c'est que pour moi, les sondages n'ont jamais eu pour objectif de prédire ce qui va se passer. Non, 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 non. Ils ont pour objectif d'influencer ce qui va se passer. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, pour moi, les sondages sont l'application directe de l'expérience de H. Ah oui, 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 une expérience qui démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. En gros, l'expérience de H, c'est quoi? C'est un foutu sondage. On demande à 29 personnes, 29 complices, de répondre à une question et de répondre une réponse fausse. Genre, on leur montre cette image, on leur demande quelle est la ligne la plus grande et ils répondent tous C. Alors que de toute évidence, ce n'est pas la ligne la plus grande. Mais c'est à ce moment-là que la magie opère. Écoutez bien celle-là. Quand on demande à la 30e personne, qui lui n'est pas un complice, c'est le sujet testé, quelle est la ligne la plus grande? Et dans l'extrême majorité des cas, le gars va suivre le
groupe. Il va se tromper, il va dire que la plus grande est la C. Et si vous avez bien compris ce que je viens de dire, imaginez juste ce que ça signifie pour les sondages. Quand on dit aux gens 70% des Français pensent ça, en quoi ce n'est pas l'expérience de H? Bon, et maintenant les amis, on va parler un peu de Malik Bentala. Parce qu'il a annoncé des dingueries, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je pense qu'on va avoir droit à des parodies de sa part dans les prochains mois. Oh là 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 là, on va se régaler. Déjà écoutez ça, Malik Bentala, j'aurais pu aller encore plus loin dans la parodie de CNews. Quoi, la masterclass là? La meilleure parodie que j'ai vue de ma vie, c'est celle-là dont tu parles? Alors pour toi, t'aurais pu aller plus loin, mais vas-y Malik, va plus loin, on attend que ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu fasses meilleur habit. Bah allez, s'il te plaît. Attendez, ce n'est pas fini, parce qu'il a dit encore mieux. Il a déclaré « Je ne ferai plus rien avec Canal+. » Je trouve qu'aller faire quelque chose avec ce groupe, c'est cautionner la vision de la société qu'ont ses dirigeants aujourd'hui. Et boum, une crotte de nez pour Bolloré. Quand je vois tout ce qui se passe sur CNews et dans certaines émissions du groupe Canal, je ne peux plus faire le rigolo comme si de rien n'était. Si je dois me les mettre à dos, je me les mettrai à dos. Je n'ai pas peur de ça. Oh là 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 là. Malik Bentala boycotte professionnellement Canal+. Et tout le groupe Bolloré. Mais tu montes Malik. Tu montes encore dans mon estime. Non sérieusement, t'es passé de Sonic à Jlénic. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur l'affaire Bruno Le Maire. Eh oui, je voulais vous montrer cet extrait. Regardez-moi ça, le gars a fait des trous budgétaires dans notre pays que nos enfants payeront encore. Mais il est détente, tout va bien. Il faut s'exprimer quand on a des certitudes et quand on a la solution. Le ministre de l'économie et des finances, il n'est pas là pour crier au loup et se couvrir en disant attention, les choses vont très mal. Bien. Le ministre des Finances, il est là pour dire voilà la situation exacte où nous sommes et les réponses que j'apporte pour faire face à cette situation. Bien, ce n'était pas la situation exacte où on était déjà. Allez vous. Merci Monsieur le Président. Monsieur le maire, votre discours d'introduction était éloquent quand même. Il me semble qu'un minimum d'humilité aurait été bienvenu face à l'état de dégradation des comptes et de la situation financière dont, en tant que ministre, ces 7 dernières années, vous êtes bien sûr le responsable. Ça ne fait aucun doute pour personne. Et qui sommes-nous pour juger, Monsieur le maire? Nous sommes des parlementaires, des élus de la nation, représentants du peuple, dans une commission d'enquête qui cherche à comprendre comment on a pu autant se tromper et quel a été votre rôle. Nous sommes légitimes, que ça vous plaise ou non. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous, mais par contre, vous avez des comptes à nous rendre. Ouais, j'avoue, pas mal, elle lui a bien répondu. Mais les gars, avec Bruno Le Maire, on n'en est plus à faire des concours d'éloquence. Ce mec-là, faut le mettre en prison et jeter la clé. Mais oui, mais en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours. Faut quand même prévenir le prochain qui va tenter de faire ça que tout ceci n'est pas possible en fait. Qu'on montre au prochain l'exemple qu'on aura fait de Bruno Le Maire. Bon, et on va terminer sur cet extrait de TPMP. Et vous allez pouvoir constater ce que je vous avais dit. L'opération Larmes de crocodile n'est toujours pas terminée. Sur TPMP, tous les jours, il nous donne une nouvelle raison de sortir les mouchoirs. Regardez-moi ça, c'est ce genre d'argument qu'on peut entendre contre l'Arcom. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Oui, Bernard Montiel. Non, c'est Maître Division. Oui, Maître Division. Je voulais juste raconter une anecdote sur quelqu'un qui a appelé au cabinet. J'ai quelqu'un qui a appelé au cabinet il y a quelques semaines, une personne en grave dépression, qui est sous médicaments et reste toute la journée couchée parce qu'elle va pas bien. Et elle dit, je mets mon réveil chaque soir au début de TPMP parce que c'est mon seul moment de joie dans la journée. Et je suis avec vous, en fait, pendant le temps de l'émission, et je retourne me coucher après, et c'est le moment de vie et de joie. Ça me paraissait important de témoigner de ça, parce que c'est un témoignage, mais enfin, c'est combien, finalement? C'est de la joie simple, c'est de la confrontation. Il disait ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'au fond, il y a du débat, c'est animé, et il dit pour lui, c'est un élan de vie. En fait, au sein de journées difficiles, dépressives, c'est un élan de vie. Et ben, je voulais juste en témoigner ce soir. Merci, Fabrice. Alors, Non mais c'est pas n'importe quoi franchement les arguments qu'ils essayent d'utiliser pour se sauver. Alors déjà son histoire est invérifiable. Et permettez-moi de douter que quelqu'un de dépressif appelle un cabinet d'avocats pour qu'il joue au psy, ou j'ai pas très bien compris, et lui parler de TPMP. Voilà, tout ceci n'a aucun sens. Mais bon, allez, admettons, c'est vrai. Il y a bien un gars qui a dit ça à Fabrice Divisio. Et alors ?
Qu'est-ce que ça change? Trouvez-moi juste un rapport entre cette histoire et le fait que C8 s'est pris des amendes à la pelle. Aucun rapport, rien. Bon, et en plus de ça, le pire, si vous voulez mon avis, c'est que Fabrice Divisio a inventé cette personne. Voilà, alors les chroniqueurs font tout pour nous sortir les larmes de croco parce qu'ils ont peur. Ils ont les chocottes de perdre leur place en or. Quand on sait que Fabrice Divisio touche 500 € par émission, oui, vous avez bien compris, 1h30, 2h tous les soirs, 500 balles. Excusez-moi, mais on ne peut plus l'écouter sur ce sujet sans prendre en compte qu'il a un conflit d'intérêts. Bref, en tout cas, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.